Bien, merci d'être là dans tous les cas. Merci de nous avoir rejoints encore une fois à travers les bouchons et les autres aléas pour traverser la ville. Mais vous êtes là. Je pense que le sujet y est pour beaucoup. Voilà. On va dire aussi que l'atmosphère sera aussi de ces ateliers, 3e édition, je crois, vous incite un petit peu à revenir. Je vous rappelle un peu le principe. L'idée, c'est de faire quelque chose de relativement court, une grosseur, pas plus, avec 2 temps. Un temps où des experts et donc un chef d'entreprise témoin vont vous donner un certain nombre de conseils, leur vision, c'est la réalité de leur quotidien, la réalité de ce que ils sont capables de vous délivrer en bons conseils pour réussir vos recherches de financement, puisque vous êtes là ce soir pour ce thème-là. Et puis une deuxième partie, une grosse demi-heure, parce que c'est le principe, vous voyez, on est quasiment en demi-cercle. L'idée, c'est que soit vraiment on a une discussion libre, à la différence d'une table ronde classique où on écoute pendant 1h15 des intervenants qui parlent et puis on prend des notes et puis voilà, on en fait ce qu'on en peut. Bah là, j'allais dire, on prend vraiment le temps de discuter entre nous et comme on l'a fait déjà à plusieurs reprises, non seulement d'interroger les témoins, les experts qui sont là, mais également parfois de s'interroger soi-même et de s'apporter des conseils parce que l'un ou l'une d'entre vous aura vécu ou vit quelque chose qui lui permet d'avoir déjà une expérience, un capital, un savoir et qu'il est parfois intéressant de le transmettre à une autre personne qui pose une question. Le tout en toute liberté, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas parler ne parlent pas, et ceux qui ont envie de poser des questions ou de témoigner, peuvent effectivement intervenir librement quand ils le souhaitent. Ce soir, on a un thème qui nous tient tous à cœur vraiment de manière forte, qui est effectivement la recherche des financements, avec un principe qui est de se dire qu'il n'y a jamais vu autant de financements disponibles actuellement sur on va dire, le marché, au sens large du terme. Et pourtant, ça fait 20 ans, plus que ça, 24 ans que je fais des tables rondes sur la création d'entreprise, comme l'indique ma barbe blanche, voilà. Et j'entends toujours, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien pour moi, pourquoi, etc. Donc on va vous tenter ce soir de vous démontrer que les bons dossiers, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a du financement. Alors, on ne va pas dire argent, il y a du financement. Voilà, c'est mieux, c'est plus corporate et c'est plus soft. Il y a des financements qui existent pour les bons dossiers, et notre ambition ce soir, c'est de vous montrer ce que c'est qu'un bon dossier et comment je vous ferai la démonstration que vous pouvez avancer avec beaucoup plus de sérénité, peut-être que vous l'aviez il y a quelques heures avant de venir nous rejoindre. Bonsoir. Voilà, vous avez votre chaise. Nos experts, je vais vous les présenter, et puis ce que je vous propose après, c'est simplement qu'on démarre. Premier expert ce soir, Michael. Je là aussi, tu es habitué, tu es rompu à l'exercice des ateliers. Je te laisse te présenter. C'est parti. Madame, monsieur, bonsoir. Michael Bartelex, je suis responsable métier développement chez PGE. Alors PGE, c'est un réseau national d'accompagnement à la création reprise d'entreprise. Donc on accompagne les porteurs de projets de l'émergence d'idées jusqu'au développement de l'entreprise en passant par le financement. Alors nous, on finance pas en direct. Par contre, on fait de l'ingénierie financière, on aide au montage des business plans. Ensuite, on met en relation avec les financeurs du territoire. Merci. Ton micro, Anne-Joël. Alors, qui est à la fois l'hôte, puisque vous nous accueillez dans votre magnifique salle chez LCL, et puis à la fois l'expert financement du groupe LCL. Voilà, quelques mots. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Anne-Joël Garcia. Je suis responsable de l'agence professionnelle chez LCL. Donc, on a fait de la clientèle des professionnels. On travaille sur un peu de territoire qui va de Lyon et Issoire avec que des conseillers professionnels. On est là pour vous aider justement à préparer vos dossiers, vous accompagner parce que le but du jeu c'est pas toujours d'arriver avec un dossier tout prêt et tout bien ficelé. On peut aussi avoir une démarche en appui de l'ingénierie financière pour vous aider dans le montage et vous orienter aussi vers d'autres organismes éventuellement et en partage quoi. Donc c'est vraiment de la construction. Moi j'ai 35 ans de banque, donc avec une connotation très entreprise, responsable des engagements aussi pendant un certain temps, donc sur l'étude des dossiers. Et là, ça fait 6 ans que je suis responsable du marché professionnel chez LCL.
Voilà. Et puis vous avez cette chance-là, effectivement, de pouvoir interpeller directement Anne-Joëlle et de poser effectivement vos questions. Et puis c'est très rare, et je crois même que c'est quasiment une première fois, parce que je dissocie les deux activités généralement. Je vais aussi intervenir moi, à titre d'expert, parce que j'ai quelques formations que je donne régulièrement sur la thématique financement, montage de dossiers de financement, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire et à vous délivrer dans la façon d'aborder votre financement. Déjà, vous l'avez vu. Premier élément important, on est parti de l'argent, on est parti pour arriver à financement. D'accord ? Déjà, c'est pas tout à fait la même chose, vous verrez. Deuxième élément, et c'est là-dessus sur lequel j'ai même un petit paperboard ce soir, j'aimerais attirer votre attention pour débuter, pour lancer cet atelier. C'est que on vient chercher souvent des aides, des subventions et des prêts. Quand on va à sa banque, voilà, c'est une très mauvaise approche. Oubliez le mot aide, subvention, partez du principe du parcours. Et vous allez voir, je vais vous en faire la démonstration. Alors c'est un petit parcours, c'est un peu provoque. Anne-Joëlle va réagir parce que je peux vous faire la démonstration qu'avec 0 d'apport, vous pouvez aller jusqu'à 80 000 €. C'est un peu la démonstration que je propose de faire. Alors après, on mettra tous les bémols qui vont bien à chaque étage. Je vous fais la démonstration. Alors je prends mes petites notes quand même parce que c'est vrai que les chiffres, il faut les manipuler avec attention. Et voilà. Hop, le petit paperboard. On va prendre un principe, et là je mets mes belles lunettes. Vous n'avez aucun financement personnel. Rien, 0. Ok, mais vous avez quelque chose, vous êtes au chômage. Vous avez donc droit, effectivement, aux indemnités Pôle emploi. Indemnités Pôle emploi, on va prendre un exemple, c'est l'exemple que j'ai pris. Vous avez droit à 50 € par jour, d'accord ? Et il vous reste, allez, je suis parti sur une année, enfin un peu plus d'une année, il vous reste 365 jours de financement ARE. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, un créateur d'entreprise, régulièrement, et peut être au chômage. Mais c'est un exemple. Vous pourriez ne pas avoir ça et avoir autre chose. J'ai pris cet exemple-là. On peut parler de crowdfunding. On va prendre cet exemple-là. Derrière, vous savez, quand vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez décider de transformer ce qui vous reste en droit à percevoir en ARCE, ça s'appelle, alors j'oublie toujours, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors vous avez droit à un capital qui est de maximum 60% de ce qui vous reste à percevoir. Donc 50 € par jour, avec calcul avant de venir quand même, ça veut dire que vous avez 18 250 € à percevoir encore chez Pôle emploi. Là, vous pouvez en transformer 60% en capital, c'est-à-dire que vous pouvez demander à avoir le versement en capital. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce que ça vous permet donc d'avoir 10 950 € d'apport. Pardon. Oui. France Travail, pardon. Ah, ça commence bien. Mes infos sont complètes. Oui, c'est vrai, tellement vrai. C'est exactement ça. On a fait des opérations avec eux, et même moi, dans mes logos, d'ailleurs, souvent sur les partenaires, j'ai oublié de changer Pôle emploi en France Travail. Je serai puni. Je serai puni. Donc 60%, effectivement, 10 950 €. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça vous permet déjà de dire, j'ai pas 0 d'apport. J'ai pas 0 d'apport, j'ai 10 950 €. Pourquoi c'est important ? Parce que vous verrez ce qu'on appelle les fonds propres. L'apport en fonds propres, c'est capital pour voir la suite. Démarrer une boîte à 1 €, vous pouvez tout le faire, d'accord ? C'est légal, vous avez le droit, ok. Mais si vous avez 1 €, dites-vous bien que même si votre banquier est très généreux, il va vous prêter 3 fois vos montants en fonds propres, il va vous prêter 3 €, d'accord ? Voilà. Et encore parce que c'est Anne-Joëlle que vous la connaissez maintenant, qu'elle est, voilà. Mais en réalité, voilà. Dites-vous bien que vos fonds propres sont le marqueur qui vont bloquer vos financements. Donc vous avez 10 950 €, vous n'avez encore rien amené de votre capital personnel. Donc vous pouvez très bien ne pas en avoir. On va continuer. Vous avez droit ensuite, après derrière, avec cet argent-là, vous allez aller voir ce qu'on appelle les plateformes. Vous allez chercher un prêt d'honneur. Alors on va écrire vite, prêt d'honneur. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur les plateformes d'initiative locale. Je ne vais pas vous dire que c'est banco, quand vous pensez la porte, vous avez automatiquement ce prêt d'honneur, mais dites-vous bien que si vous avez un bon dossier, ça sera l'objet d'un autre atelier, on en parlera ce que c'est qu'un bon dossier, ou on verra ensemble tout à l'heure ce que c'est qu'un bon dossier. Allez, 6 000, 7 000 € chez un prêt d'honneur, c'est une moyenne à peu près qu'on peut vous distribuer, mais pour faciliter les calculs, on va dire 10 000, ça m'arrange pour mes calculs. 10 000, un prêt d'honneur, c'est quoi ? C'est un argent qui est prêté par un organisme, une plateforme, voilà, qui va vous prêter de l'argent à vous, et non pas à l'entreprise que vous l'avez créée. Où c'est intéressant, c'est que ça devient vos apports, puisque c'est votre argent à vous. Donc vous voyez déjà, on était à 10 950, plus 10, on est... allez, on va faire simple, on va dire 10 000, ça facilitera le calcul. Vous avez 20 000 €. Vous avez déjà 20 000 € d'apport, vous n'avez pas encore mis un seul euro de vos fonds propres à vous personnellement. D'accord ? Ok, mais c'est votre argent. Ça, j'allais dire à un moment donné, c'est des droits acquis, vous avez cotisé pour avoir l'ARE. Mais quand même, ça veut dire que vous avez déjà constitué 20 000 € sans même avoir apporté de votre financement. Une fois que vous avez ce prêt d'honneur, il faut vous dire une chose.
quand on a un prêt d'honneur, ça veut dire qu'on est passé devant un comité d'engagement. Ce comité d'engagement est fait d'experts et que généralement, quand on passe devant un comité d'engagement et qu'on a un prêt d'honneur, il y a deux effets. Il y a l'argent que je viens d'évoquer, le financement que je viens d'évoquer, et surtout, il y a le fait que chez Anne-Joëlle, comme tout chez les collègues, on dit « Ah, ça c'est un bon dossier ». Parce qu'effectivement, avant d'arriver devant votre banquier, vous êtes passé devant tout un comité d'engagement qui a évalué votre dossier. Donc ça veut dire, alors là c'est Anne-Joëlle qui m'arrêtera, mais on va dire que, allez, on va dire la banque fait x3 sur le prêt d'honneur, peut-être un peu plus, un peu moins, non. Ça dépend du projet. Oui, ça va dépendre, histoire de faire un exemple. Allez, histoire de faire l'exemple. Mais on est d'accord que ça va dépendre du projet, ça peut aller bien au-delà. Et effectivement, voilà. Mais on va partir x3. Donc ça veut dire que, ici, on est à 20, ça veut dire que la banque va vous suivre à hauteur de 60 000 euros. Vous n'avez toujours rien mis. D'accord ? Alors, ce n'est pas le bon exemple, parce que votre banquier va vous dire, hyper important, il faut qu'il y ait toujours un petit peu d'argent à vous dans un bon projet. Ça, on en parlera tout à l'heure. 60 000, plus 20, 80. Ok, vous n'avez pas mis un centime. Vous n'avez pas encore mis un seul centime. On n'a pas parlé d'aide. On n'a pas parlé de subvention. Ça vient en plus, c'est des cerises sur le gâteau. Si vous repérez un appel à projet de la région qui vous dit qu'il y a une aide de 5 000 euros parce que si vous faites un projet de telle typologie, c'est bien, il faut aller le chercher. Ça va renforcer la structure financière de votre entreprise, ça va vous donner des capacités d'aller plus loin. Et vous voyez que finalement, en 3 étapes, on est sur un parcours. On a déjà mis 80 000 euros. Alors, si ça se trouve, 80 000 euros, ça n'a rien par rapport à vos projets, parce que vos projets nécessitent beaucoup plus, ou peut-être beaucoup moins. Et qu'encore une fois, on n'a pas... c'est l'exemple qu'on vient de dire, la banque peut aller bien au-delà si le projet est de qualité, mais ça peut être un peu en dessous si, franchement, votre projet est moyen. Mais c'est une moyenne acceptable. D'accord ? Acceptable. Donc c'est ça que je voulais vous dire en début de cet atelier, c'est que allez chercher 80 000 euros, si votre projet est juste correct, je n'ai pas dit un projet génie, d'accord, ok, juste correct, eh bien déjà vous avez possibilité de réunir 80 000 euros. Le seul élément un peu compliqué, ça c'est un droit, d'accord. Il y a le passage devant la plateforme d'initiative locale, le prêt d'honneur, qui est un petit peu technique, hein, là il faut être un petit peu bon. Voilà, je ne vais pas vous vendre mes formations à moi parce que ce n'est pas l'idée, mais bon, j'allais dire, nous on travaille là-dessus sur ces formations-là, mais vous passez face à des gens qui sont d'autres chefs d'entreprise. Donc ça veut dire que vous passez devant des gens qui vous comprennent, qui sont capables d'analyser votre projet et qui généralement sont très bienveillants. Si votre projet est juste correct, ils sont bienveillants, il n'y a pas volonté de planter les projets. Donc on va dire que là, c'est un droit, et là, c'est une moyenne tout à fait atteignable. Ça ne sera peut-être pas 10 000, ça sera 5 000, mais vous voyez. Et après, vous allez voir votre banquier avec votre beau dossier qui a été challengé lors du passage en prêt d'honneur. Et alors, encore une fois, dans une grosse moyenne, on peut avoir 60 000 euros. Tout ça, c'est des prêts, ok, ça se rembourse. Hein. Ici et ici, ça se rembourse. Hein. Là, c'est votre droit, là, c'est des... Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on est déjà à 80 000 euros. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire au départ. Alors, oubliez les aides, oubliez le mot subvention. C'est des petites cerises sur le gâteau, d'accord, hein, voilà. Ça va être une aide lancée par la région parce que vous avez lancé un camion ambulant et que la région a une aide pour, par exemple, accompagner l'investissement dans le cadre de l'achat d'un camion ambulant. Je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est un exemple, voilà. Ça va être... une collectivité locale qui a besoin de faire une relance économique sur un secteur particulier, qui va mettre en place une aide. Ok, il y en a 800 en France. Hein. À peu près en aide permanente, il y a entre 800 et 1000 aides à la création d'entreprises qui existent. Mais c'est des cerises sur le gâteau. Cet argent-là, c'est d'abord un parcours et c'est à vous de jouer. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire en ouverture. Michael, je te laisse réagir parce que c'est... Maintenant, j'ai dit que le plus compliqué, c'est d'avoir un bon dossier. Est-ce que si j'ai un bon dossier, tu es d'accord avec le calcul ou pas d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant. Ça varie selon le dossier, oui, voilà, ça varie selon le projet, ça varie selon effectivement les droits que vous pouvez avoir au moment du montage du dossier. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et il faut se dire que un bon dossier à un moment donné, c'est un dossier dans lequel vous mouillez aussi un petit peu financièrement. Tu l'avais évoqué tout à l'heure. C'est un élément important, ça montre à votre financeur que vous êtes investi, au-delà des compétences et de l'énergie que vous allez y mettre. Le fait de mettre aussi un peu d'argent, ça peut être un vrai plus pour le financeur. C'est la case que je n'ai pas indiquée, parce que c'était pour l'exemple de dire on démarre avec 0 apport de votre part, mais essayez d'aller gratter déjà 5 000 euros. Hein, sur un projet de cette taille-là, c'est évident. Si on parle d'un projet d'achat d'un commerce avec 200 000 euros d'achat de murs ou 400 000, on n'est pas sur les mêmes thématiques, mais c'est une sorte de ratio. Mettez un petit peu de votre poche, ça peut toujours se faire.
piocher un petit peu dans une partie de vos droits ARE. Enfin, voilà, prenez pas tout, mais sécurisez aussi. Mais voilà, vous pouvez construire ce capital. Alors, c'est quoi un bon dossier, justement? J'arrive chez toi, j'ai envie de me lancer. Comment tu l'analyses, un bon dossier? Qu'est-ce que tu donnes comme bon conseil? Voilà. Alors, déjà, je dirais un bon dossier. Le bon dossier, il doit partir de vous. C'est-à-dire, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous allez vendre à votre financeur en termes de compétences, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, savoir-être. Parce que je dirais que devenir chef d'entreprise, c'est différent que d'être salarié aujourd'hui et être demandeur d'emploi, peu importe. Vous êtes peut-être bon technicien aujourd'hui dans votre métier. Demain, être chef d'entreprise, c'est un métier à part entière. Je pense que les témoins autour de cet atelier peuvent témoigner sur le sujet. Être chef d'entreprise, c'est un métier à part entière. Il y a des compétences commerciales, des compétences de gestionnaire financier, des compétences de manager, et encore, j'en oublie. Mais voilà, il y a un certain nombre de compétences à valoriser. Donc, il est important de mentionner à votre interlocuteur le fait que vous ayez des compétences et des savoirs transférables, je dirais, dans votre projet. Voilà, premier point. Ensuite, donc, deuxième point, un bon dossier pour moi, c'est un dossier dans lequel vous arrivez à prouver par A plus B qu'il y a un potentiel économique que vous allez résoudre, que vous allez toucher grâce à votre activité, grâce aux produits ou services que vous allez proposer. Donc, montrer par A plus B que voilà, vous avez constaté un besoin et que vous allez pouvoir y répondre grâce à votre produit ou grâce à votre service. Et si tu me permets, que c'est un sujet qu'on a traité dans d'autres tables rondes et qui est extrêmement important. N'oubliez pas que les gens qui vont vous prêter de l'argent, c'est pas des mécènes. Hein. Il faut qu'ils puissent vivre et démontrer qu'ils font aussi des résultats financiers. C'est des entreprises, la banque. Hein. Donc quand on arrive, on dit oui, moi je suis sûr, mon projet il est génial, comme on vient de dire à l'instant. Quand on dit faire la démonstration, c'est vraiment faire la démonstration. Mais partez pas du principe que la personne qui va vous recevoir connaît tous les marchés du monde. Elle ne peut pas. Mais Anne-Joëlle, je pense qu'elle connaît beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout savoir. Donc ça veut dire que si vous amenez des éléments chiffrés, quantifiés, amenez les preuves qui vont avec. Si vous dites je vais aborder un marché très classique, je lance une boutique d'opticien rue Blatin, Anne-Joëlle, pas de problème. Elle a ses ratios, comme je pense, comme tout banquier, elle a ses ratios, l'optique, rue Blatin, etc. Elle peut en quelques instants contrôler votre compte de résultat, dire non là il m'amuse ou inversement, voilà. Mais par contre, si vous arrivez avec un projet un peu innovant, différent, etc. Il faut prouver aux intervenants qui vont vous prêter de l'argent. Il n'y a pas que votre crédibilité. On ne va pas remettre en cause votre parole. Vous n'êtes pas des menteurs. Voilà, on n'est pas des menteurs. Je suis chef d'entreprise aussi. Voilà. Mais normal, il va falloir vraiment le prouver. Alors, les études de marché et encore que faut-il qu'elles soient pas faites par vous, mais plutôt par, je sais pas, par un organisme, la chambre de commerce ou autre. Mais pardon, je t'ai coupé, mais c'était important. Non, mais c'est exactement ça. L'objectif du pitch, c'est de convaincre un interlocuteur qui est en face de vous. Donc, il faut avancer tous les éléments qu'il faut, que ça vienne de vous, votre profil, que ça vienne de votre marché, que ça vienne de votre stratégie. Montrer que vous pouvez vous différencier. Voilà, comment vous vous différenciez, comment vous allez vous positionner sur votre marché, et puis émerger de la concurrence. Le but, c'est de convaincre la personne en face de vous, la convaincre de vous prêter de l'argent. Voilà. Et puis également, après, un bon dossier, à mon sens, je dirais, c'est alors effectivement un dossier rédigé dans lequel il y a une partie purement rédactionnelle dans laquelle vous expliquez par A plus B voilà, comment vous allez arriver à votre objectif, d'où vous venez, quelle est votre stratégie, etc. Et puis après, c'est aussi bien sûr un business plan donc, financier dans lequel vous allez donc montrer aussi par A plus B en version chiffrée que votre projet est rentable, qu'il dégage effectivement de la marge. Et votre objectif à vous après en tant que futur entrepreneur, c'est donc de montrer par A plus B aussi que ce projet-là il est rentable. Il faut démontrer la marge, il faut défendre la marge que vous allez dégager au travers de votre activité. Et il faut aussi montrer à votre interlocuteur financeur que vous connaissez parfaitement, je dirais, la raison pour laquelle vous le sollicitez. Vous allez le solliciter pour investir, vous allez le solliciter pour peut-être obtenir un peu de trésorerie. Donc voilà, il faut lui montrer également pourquoi est-ce que vous venez le solliciter. Et également, dernier point à mon sens, dernière clé aussi, c'est que vous avez prévu de la trésorerie, je dirais une trésorerie de secours. Ça, c'est un point extrêmement important que j'aime bien souligner aux nouveaux indépendants. Les principales causes de cessation d'activité, c'est le manque de trésorerie. Et donc, il ne faudrait pas que ça vous arrive au démarrage de votre activité parce que le chiffre d'affaires ne décolle pas comme prévu, parce qu'il peut y avoir des imprévus aussi lors des démarrages d'activité. Vous avez peut-être sous-estimé vos investissements de démarrage. Et donc, il est important, à mon sens, d'avoir aussi
je dirais, un petit matelas de trésorerie, une trésorerie de secours, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Et malheureusement, ça arrive toujours. J'allais dire, il ne faut pas croire qu'effectivement toujours tout fonctionne. Alors si, il y a toujours le contre-exemple de la personne qui va faire 2 fois son chiffre d'affaires dans le premier mois, mais bon, c'est plutôt rare. C'est marginal, exactement. Oui. Alors Anne-Joëlle, on est content parce qu'on a bien travaillé en amont, on est passé au BGE, voire même on a eu un prêt d'honneur, voilà, et puis on arrive dans votre bureau, et puis là, déjà on a peur, parce que c'est... faut pas. Non, faut pas. Bon, non. On tue personne, on libère les gens à la fin des rendez-vous, je vous rassure. C'est incroyable. Et étonnamment, je dirais que vous venez voir un financeur et moi je sais que la première question que je vais vous poser, c'est qui êtes-vous ? Expliquez-moi d'où vous venez, quel est votre parcours. Et dans un bon dossier, il y a un CV. On va demander le CV de la personne. Étonnamment, hein, donc c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais on va pas parler de financement, on va pas parler de typologie de crédit, de garantie, de taux, de tout ça. On va commencer par comprendre ce qui vous a amené à présenter ce projet. Donc parce que, comme l'a dit Frédéric, on connaît pas tous les métiers, malheureusement, hein, mais c'est aussi la beauté de notre métier, c'est qu'on découvre beaucoup de choses. Et en fonction des projets, d'ailleurs, souvent, on aime aller voir les installations. Avant de parler financement, c'est de visiter un peu les locaux, de savoir quand vous êtes dans la production, dans des métiers un peu spécifiques, pour pouvoir défendre votre dossier, on a déjà besoin de comprendre et de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez travailler, ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est franchement l'étape primordiale, c'est qui est le porteur de projet, pourquoi, d'où il vient, comment ça lui est venu. Et on est un peu dans la découverte, un peu comme mon collègue à côté, mais on a les mêmes sujets en fait, parce qu'il y a d'abord de l'humain avant tout. Donc et après, on va rentrer dans la partie plus technique, et là on va rentrer dans le business plan prévisionnel, on va appeler ça un prévisionnel d'activité. Et la première aussi des choses qu'on va chercher à comprendre, c'est vous avez mis un chiffre pour le chiffre d'affaires. Mais comment l'avez-vous construit ? Alors, il y a des métiers qui sont faciles. Hein. Quand vous faites de la restauration, vous avez un nombre de places dans le restaurant, vous avez un panier moyen, vous vous dites que vous allez avoir un taux d'occupation de tant %. Voilà. Mais il y a des métiers où c'est plus difficile. Et je me rappelle d'ateliers où on a justement évoqué le juste prix, le à quel prix. Parce que tout de suite, par exemple, si on regarde des bilans d'entreprise sur 2023, on va tous voir pour beaucoup qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Mais d'où ça vient ? Est-ce que c'est l'effet prix avec l'inflation ou est-ce que c'est l'effet quantité ? Donc on n'est pas sur les mêmes sujets. Donc il faut que vous nous expliquiez comment vous avez bâti votre chiffre d'affaires, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, c'est ce qui va déterminer tout ce qui est en dessous. Parce qu'il y a deux façons d'établir un prévisionnel. La bonne, qui est de partir d'en haut et d'arriver en bas. Et après, il y a celle de facilité, où vous voulez un crédit, vous savez qu'il vous faut tant de rentabilité et vous remontez à l'envers. Et celui-là, généralement, il est un peu bancal. Parce que quand on arrive à comment vous avez bâti votre chiffre d'affaires, là, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc, et comme l'a dit Frédéric, on a besoin, en fait, de valider, que vous nous aidiez à valider, à nous apporter des éléments pour pouvoir défendre le dossier. Et pour ça, il faut qu'on décortique un peu les choses, quoi. Après, les charges, il y a des loyers, il y a des choses comme ça, je veux dire, ça s'établit beaucoup plus facilement. Il y a des critères, on sait. Mais le déterminant, c'est le chiffre d'affaires. Comment vous allez faire, quel prix, quel moyen, quelle chose, pour pouvoir le valider. Une fois qu'on a validé le chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus facile de valider ce qu'il y a en dessous, parce que les charges de personnel, un employé, ça coûte tant. Si vous bénéficiez, alors vous pouvez utiliser en capital, ou vous pouvez aussi vous dire, je vais pas faire supporter à mon entreprise pendant 1 an, voire 18 mois ou 2 ans, les charges de personnel, et ça peut aussi être une économie. Voilà, c'est ça. Et voilà, vous aider à monter un projet quand vous avez de l'apport, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher le capital. Et à ce moment-là, vous vous dites, pendant 2 ans, je ne me rémunère pas sur la structure, donc je ne fais pas peser de charges. Et c'est un volant de sécurité que vous créez quelque part, si vous n'avez pas forcément toute la trésorerie, quoi. Il y a plein d'astuces comme ça. Donc voilà.
C'est vraiment les sujets, quoi. Et vous avez noté, enfin moi j'ai noté la phrase que vous avez prononcée, il faut donner des éléments pour défendre le dossier. Parce qu'effectivement, même si Anne-Joëlle a envie de finir toutes ses journées en ayant dit oui à tous les projets qu'elle a reçus, elle devra... Peut-être pas elle, mais un comité qui doit arbitrer selon ses projets, et il faut qu'elle puisse se battre pour vous. Donc lui donner les garanties, les réelles garanties, et qui sont des garanties techniques souvent. Hein, c'est encore une fois un chiffre d'affaires. Oui, ça se calcule avec une méthode, mais ça se calcule aussi avec des ratios qui sont faciles à trouver, qui sont sur la place publique et qui doivent être crédibles. Sinon, effectivement, on perd le financement. Et pour en revenir au dire oui, c'est toujours plus facile de dire oui que de dire non. Quand on apprend un conseiller, c'est à lui dire non, mais c'est de justifier le pourquoi du non, pour faire progresser. Parce que ça peut être un non tout de suite, en l'état actuel du dossier, mais un dossier, ça se travaille. Ça peut ne pas faire match au premier coup, hein. Donc on peut se dire, non, on va se revoir, on va avoir besoin d'éléments complémentaires, on va travailler tel sujet. Moi, souvent, sur des dossiers, alors des projets un peu plus importants, mais on fait des rendez-vous tripartites. C'est-à-dire qu'on met le porteur de projet, on met l'expert comptable et on met le financeur. Comme ça, au moins, on a toutes les parties ensemble et on avance. Et c'est pour faire de la construction. C'est ce que disait aussi Frédéric. Nous, on est partenaires, on n'est pas associés de l'entreprise. Donc, on ne va pas tout mettre. Parce que sinon, à ce moment-là, c'est moi qui suis gérante. Voilà, c'est moi qui prends les décisions. Et c'est plus la vôtre d'entreprise. C'est quand même votre projet à vous, quoi. Donc, c'est à vous de défendre. Nous, on est là pour vous accompagner en tant qu'accompagnateur, partenaire, mais pas en tant qu'associé. Donc, c'est pas nous qui prendrons les décisions qu'il y a à prendre. On est là pour vous aider à construire votre sujet. Est-ce que, j'allais dire, bonjour, oui, bienvenue, bah oui, bonsoir, bonsoir, effectivement, la route est compliquée. Non, mais on a de la conscience, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Mais comme on ne peut pas démonter la salle et la mettre ailleurs, pendant encore quelques mois sur Clermont-Ferrand, on va devoir subir ces aléas. Merci de nous avoir rejoints. Non, mais c'est pile poil, c'est impressionnant. On croyait que c'était organisé. Donc, merci d'être là. Écoutez, je vais vous passer un autre micro. Oui, où suis-je ? Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est bon. Voilà. Alors, oui. Ouais. Alors attends, déjà je passer un micro. Dans sa démonstration de base, oui. Oui, attention. Là, c'était volontairement une démonstration d'ouverture pour mettre effectivement. Voilà, il fonctionne ou il fonctionne? Ça, c'était pour vous donner de l'optimisme. Ouais. Non, il doit fonctionner. Oui, c'est ça. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'impossible en fait. Hein. Voilà. Même quand on n'a pas d'argent, on peut quand même en avoir. Oui, donc là, dans la démonstration, on est d'accord, c'est vraiment pour des futurs, des entrepreneurs qui n'ont pas de crédit. Crédit en tant qu'entrepreneur, déjà sur ou des crédits perso ou des. Non, c'est autre chose. Tout dépend. Pardon, voilà. Tout dépend parce que si vous êtes en structure sociétale, si vous êtes en entreprise, vous pouvez avoir des crédits à titre personnel. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça rentre quand même en ligne de compte. Pas forcément. Alors là, oui, par contre. Pour le prêt d'honneur, oui. Pour le prêt d'honneur, oui. Prêt d'honneur, c'est un prêt qui est fait à la personne. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir l'amener en capital à la société et la banque va le considérer comme un apport personnel. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a l'effet levier qui va se créer derrière. Et puis surtout, le prêt d'honneur, effectivement, il y a encore une fois, il y a cette sécurisation par rapport à la prise de décision de la banque mais effectivement, qui dit prêt d'honneur dit remboursement à titre personnel. Donc ça veut dire que là, effectivement, il y aura une analyse qui sera faite sur le reste à vivre et la capacité d'endettement. Voilà. C'est plus souple que pour l'achat d'une maison, mais oui, vous êtes à titre personnel là, c'est pour ça. Donc, tout à fait. Oui. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce prêt d'honneur persiste, même si l'entreprise n'existe plus. C'est à la fois quelque chose d'un accélérateur incroyable et c'est à la fois une prise de risque qui n'est pas négligeable. Tout à fait, c'est clair. Voilà. Si vous pouvez vous passer les micros, parce que c'est juste pour l'enregistrement. Voilà. Parce que je connais France Active avec Auvergne et puis dans le dossier ils demandent quand même des relevés de compte. Bien sûr. Donc si vous êtes dans le rouge, je suppose, j'en sais rien, mais ça voudrait dire que mes propres financements personnels sont pas très sains. Donc, bien sûr. Donc
voilà, ça peut mettre en porte-à-faux. Vous avez tout à fait raison. La crédibilité, alors il y a la crédibilité humaine, technique du porteur de projet lorsqu'il passera effectivement devant l'examen bancaire, mais il y a aussi la capacité de ne pas être, comment dirais-je, porteur déjà d'une dette qui fait que tout devient très compliqué à gérer, à la fois effectivement. Par contre, encore une fois, c'est des choses qui sont dissociées. À part pour les prêts d'honneur, c'est des choses qui sont dissociées, qui n'entrent pas en ligne de compte. Ouais. Et puis si vous êtes surendetté ou trop endetté, il y a des plateformes qui sont spécialisées. Si je suis trop endetté, la banque. Alors, faire confiance, elle va avoir du mal. On va regarder, en fait, on ne parle pas forcément en termes d'endettement, on parle de comportement bancaire. Donc, c'est que, voilà, on va regarder si, comment on parle, comment on dit, si la personne. Non, c'est à titre voilà, mais on va regarder si la personne gère à titre personnel en bon père de famille, comme on dit. Voilà, ça donne des clignotants. Parce qu'en fait, à force de lire, on a la chance et le pouvoir de connaître la vie des gens, en fait, à travers beaucoup de choses. Et par expérience, il y a des clignotants qui font que il peut y avoir des comportements bancaires, je parle bien de comportements bancaires et pas forcément de taux d'endettement, qui peuvent mettre des petites puces à l'oreille, quoi. Donc, et amener à poser des questions pour la découverte. D'où le fait qu'une création d'entreprise, ça se prépare également comme on pourrait faire pour l'achat d'un crédit immobilier, c'est-à-dire que on anticipe de quelques mois son comportement bancaire, on essaye d'améliorer sa situation. Les experts comptables appellent ça, je ne sais plus comment, on rend. Alors c'est pas sexy le bilan, c'est de la cosmétique comptable. Voilà, l'habillage. C'est ça. Hein, il faut faire aussi de la cosmétique dans la gestion de ses comptes, c'est-à-dire que si ça s'anticipe sur quelques mois à l'avance, on peut peut-être optimiser, fermer un crédit où il restait plus beaucoup à rembourser, mais ça améliore la situation. Faire un effort de ne pas consommer un peu dans tous les sens en achetant des biens de consommation tous les 3 jours et en basculant dans le rouge, de façon à se dire 6 mois après, l'air de rien, quand je donne mes comptes à mon banquier ou à la plateforme, effectivement, plateforme d'initiative, on aura une meilleure visibilité, c'est clair. Alors là, vous avez fait un plan, on va dire classique, oui. Mais sinon il y a aussi la filière de l'innovation qui peut être alors, c'était, voilà, ce que je vous propose, c'est à la fin, on viendra sur les quelques spécificités. Il y a vraiment des métiers ou des filières, effectivement, surtout l'innovation, où là, par contre, la notion d'aide est extrêmement premium et extrêmement forte. Et voilà, c'est clair. Si vous voulez bien, par contre, je vous donne juste la parole à nos témoins. Alors, je vais juste présenter Madame Cambron, en fait. On a eu le plaisir de se rencontrer. Elle va expliquer son projet, mais c'est un projet de reconversion totale. Donc, changement de vie. Et elle va vous dire comment ça s'est passé. Donc bonsoir, Nathalie Cambron, André Cambron. Alors on s'est lancé dans l'aventure nous l'année dernière. Alors pas sur un coup de tête parce que bien évidemment c'est un projet qu'on avait réfléchi 10 ans avant. Donc vous voyez comme quoi les choses se font pas forcément toujours sur un coup de tête. Ça mûrit, ça prend du temps. Et on s'est dit allez, on se lance, on verra, on va voir, il n'y a pas de raison, on a l'âge pour le faire. On pensait avoir l'âge pour le faire. Vous nous avez confirmé qu'on pouvait encore. Donc, on l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a quitté nos postes. André avait un poste de directeur commercial dans une société d'agencement et moi, j'étais enseignante. Donc, on avait plutôt des salaires confortables et une situation pas précaire du tout. On a trouvé une idée de camping au départ. Donc un camping traditionnel avec un thème, la randonnée par exemple, ça nous plaisait bien l'idée, à taille humaine, qui nous permettait d'être ensemble et puis, faire quelque chose qui nous paraissait plus logique pour nous, où on était dans un accomplissement personnel. On a donc cherché des campings, on a trouvé un camping, alors il est venu nous chercher, c'est ce qu'on pense nous, un camping c'est le destin, c'est ça qui est arrivé. Oui, il est venu nous chercher parce que c'est une région qui nous plaisait, l'Auvergne, il y a nos mamans qui sont là, qui sont âgées, et l'Auvergne nous plaisait beaucoup comme région, il faut maîtriser la région quand on se lance dans une aventure comme ça, dans le tourisme. Et on a donc trouvé un camping exclusif motard.
Alors, il fallait être motard. Oui, ce que j'allais dire, vous êtes motard Oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc, quand même, il y a une André base, est motard depuis que tu as le permis, en fait, 18 ans. Mais alors, on avait une vie qui était plus du tout motarde. Hein. On était en région parisienne, on avait des boulots avec voiture de fonction. Donc, forcément, la moto, on l'avait laissée un peu, au garage. Et ça nous est revenu comme une balle. On a repris cette idée de se lancer avec des motards. Hein. C'est quand même un public particulier. Il est, passionné. Donc, si ça. on n'est pas nous-mêmes très motards, exigeant complètement, c'est ça, compliqué. ouais, tout à fait, c'est ça. le client, la cible en tout cas, elle doit être mûrement réfléchie. Voilà. On y est allé. On avait donc effectivement plusieurs banques dans le projet qui pourraient nous accompagner. On les a rencontrés, il y en avait 5 en tout. Le LCL nous accompagne depuis très longtemps sur nos achats immobiliers qu'on a pu faire. Voilà. Et on est donc venu en rendez-vous. On a eu pas mal de questions. Mais le dossier était déjà bien étudié avant. Hein. Clairement, on n'a pas eu beaucoup à vendre notre situation financière. C'était plus nos motivations. C'était plus la manière dont on abordait ce nouveau projet qui arrivait dans notre vie, parce qu'on a tout plaqué pour ce projet-là. Donc voilà. Et je pense que aussi ça vient, c'est un feeling aussi. Oui, on a eu un courtier effectivement qui nous a très très bien accompagnés. Il a été de très bons conseils. On a rencontré aussi un bureau d'experts comptables spécialisé dans l'HPA, alors hôtellerie de plein air. C'est des mots nouveaux qu'on a appris à connaître et qui nous a bien d'ailleurs aussi fait réfléchir sur les différentes petites questions. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets, vous, mais nous, c'était est-ce que vous allez recevoir beaucoup de monde chez vous ? Le camping va devenir votre nouvelle maison. Est-ce que vous avez reçu des gens chez vous déjà beaucoup ? Est-ce que vous aimez recevoir ? Voilà, c'est des petites choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Mais ça faisait du bien de l'entendre et on s'est dit, bah oui, c'est notre profil, ça nous correspond, on aime recevoir, on aime avoir du monde, on aime, voilà. Et oui, c'est quelle taille le camping ? Vous avez quelle superficie, quel nombre de... Ah, vous avez le micro, donc tout va bien. Je vais laisser André sur la partie technique. C'est ça, j'allais dire... 130 couchages. D'accord, donc, okay. Aujourd'hui, ça nous permet effectivement de recevoir... On a la partie hébergement et la partie restauration. On fait demi-pension obligatoire chez nous. D'accord. Donc repas du soir, petit déjeuner. Ouais. Et un restaurant qui nous permet d'accueillir 120, 130 personnes. Ah oui. Maintenant, notre souhait, c'était, comme disait Nathalie, un camping à taille humaine. Donc c'est pas notre souhait. Oui. On s'est cantonné à 90, ce qu'on a fait la saison dernière. Ce qui nous a permis pour une première saison de prendre nos marques et d'arriver avec des résultats positifs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'année. Donc oui, 130 couchages. Donc effectivement, après le tour des banques, le LCL, moi je suis LCL depuis que j'ai pu ouvrir un compte. Mes parents ont ouvert un compte d'ailleurs. Et il y avait tout un historique qui a été présent, qui était là. Et le LCL nous a accompagnés pour ce projet. Qui nous a permis, en tout cas, voilà, ça nous a permis de concrétiser ce qu'on a voulu pendant 10 ans. C'est indiscret de vous demander les enjeux financiers ou pas ? Ou si vous dites non, hein, c'est, le camping, on l'a acheté 900 000 €. Voilà, non, oui, j'imagine. Déjà, voilà, on n'est pas dans les exemples là, on est vraiment déjà dans des niveaux... Ah ouais, vous étiez par là, pardon, on était sur des... D'accord, ok. Effectivement, c'est un choix de vie et en même temps un choix de... On a investi notre maison, en fait. Eh oui, voilà. d'accord, ok. On a vendu notre maison et... Il y a eu un apport, mais de toute façon, pour un projet comme celui-ci, peu importe le projet, il faut pouvoir effectivement apporter cette ressource, enfin cet apport qui permet de sécuriser, de verrouiller l'acheteur, la banque, enfin c'est un tout. Hein. Ah, c'est clair. Félicitations, première année, déjà résultat positif. Oui. Alors c'est une affaire qui quand même avait pignon sur rue, si je puis dire, avec une clientèle fidèle depuis 30 ans.
D'accord, ok. Oui. On n'a pas tout créé. On Oui, reprend quelque chose qui fonctionnait très bien, avec vraiment des clients très fidèles. D'accord. Donc voilà, il n'y avait plus qu'à faire. Cette partie restauration, au départ, on n'en voulait pas, nous. Nous, on ne voulait pas faire de la restauration. Ce n'était pas notre but. Nous, on voulait vraiment rénover, accueillir, enfin voilà, être présent, mais pas être sur une alimentation quotidienne avec tout ce que ça engage. Mais de toute façon, on est arrivé là-bas et plus rien n'était possible autrement. Autrement, il fallait le faire, c'est d'accord. Bah, merci pour votre témoignage, dans tous les cas. Question, monsieur. Alors, je vais vous passer un micro, si ça ne vous embête pas, parce que c'est... Hop. C'est parce qu'on m'en fait une captation vidéo aussi, ça permet... Hop, si je prends le mien ne suivra pas, je te le rends. Pardon. Bonsoir, juste une question. Vous étiez sur Paris. Oui. Vous avez parlé de la maison, donc vous avez vendu la maison, ça vous a fait l'apport. Comme vous êtes venu en Auvergne, on sait que le temps de finaliser le dossier, etc., ça coïncide pas forcément en même temps. Je voulais demander à votre banquier à côté si vous aviez signé un compromis, si vous avez prêté sur la base du compromis ou si... Non, il a fallu qu'on vende notre maison, qu'elle soit vendue et qu'on ait l'argent sur le compte. Merci. Ça ne nous a pas empêché d'avancer le projet avec la banque, mais à un moment, il fallait l'argent sur le compte pour effectivement passer à l'étape... Oui, là, c'est plus simple puisque dans un camping, il y a de l'hébergement. Donc on peut se loger. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, ça facilite mais un peu. quand il n'y a pas d'hébergement, la question est d'enjeu crucial quand vous changez de région. Alors, ça dépend des campings. Il y a des personnes qui font le choix d'être dans un bungalow toute l'année. Oui. Enfin, mais on changeait tout le monde ne crée complètement. pas un camping, c'était ce que vous voulez dire. Oui, monsieur, voilà, non, bien ça. sûr, excusez-moi. Non, mais c'est clair. Merci. C'est vrai qu'à un moment donné, l'apport, pour être considéré un apport en fonds propres auprès de la banque, il faut que cet argent soit disponible. Effectivement, le banquier, ou alors ça devient d'autres formes de crédit, mais bon, ça devient très compliqué dans ce cas. Oui, il vaut mieux que ça soit disponible, parce que nous, il faut qu'on verse les fonds de toute façon, c'était chez le notaire, et c'est difficile, parce que si on monte un jeu de domino, en fait, après, et s'il y a quelque chose qui vient casser dans l'engrenage, ça peut tout remettre en cause, quoi. Donc, et après, on peut se retrouver dans des situations. Donc ça ne sera pas le Crédit Lyonnais, je suis désolé. Peu importe. Non, mais c'était pour savoir. Il y a un compromis, il y a une promesse de vente, il y a une date de signature d'acte. C'est une question de quelques mois de transition familiale. Donc ma question, elle était très directe et ça tombe bien puisque ces messieurs dames étaient dans cette situation. Mais rencontrer quand même un Joël, je suis persuadé qu'il y a toujours des possibilités de discuter, d'échanger. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'acte d'engagement de la création d'entreprise, effectivement, vous devenez un entrepreneur à proprement parler, avec une société qui, après tout, est une personne morale. Donc effectivement, c'est plus exactement mon argent perso qui passe d'un compte à l'autre, je vends ma maison, j'ai fait un crédit relais, c'est complètement autre chose. C'est un autre univers et on bascule. Après voilà, faut comme disait Monsieur Cambron, il y a des choses à verrouiller, mais que ça soit pour l'acquéreur, parce que lui aussi il veut dormir tranquille. Oui. Et malheureusement les prêts relais des fois c'est compliqué. Ouais, c'est donc les sorties sont pas toujours aussi évidentes que ça au dernier moment. Enfin, peut y avoir des choses qui vont pas jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, ça peut être un crédit vendeur par contre. Il peut y avoir des choses qui décalent les choses dans le temps. Donc ça peut être des crédits vendeurs pour éviter d'avoir à verser les fonds tout de suite. Il y a d'autres possibilités de montage, mais qui sécurisent plus en termes tout le monde, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un projet, d'arriver à la veille du projet et de se dire ah bah non, ça marche pas. Et là c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Ah, c'est ça. Nous, ça a été très compliqué parce que les acheteurs de notre maison n'arrivaient pas à obtenir de prêt. Jusqu'à la dernière minute, on a eu très peur puisqu'ils nous ont envoyé les refus et ils ont trouvé une banque in extremis et la veille, il fallait qu'on refasse toute la vente s'ils n'avaient pas... on a eu l'accord la veille, quoi. Donc puis, c'est des moments très stressants. C'est clair. Et puis j'allais dire, ce type de montage en 2022, on est au prix du marché, la maison elle se vend en 2023, on ne peut plus jurer de quoi que ce soit et de ce qui se vend ou se vend pas. Donc c'est vrai que c'est la prise de risque, c'est pas toujours au banquier à l'assumer. C'est logique et c'est évident. Avant de détailler un peu plus sur d'autres dispositifs, oui, on est avec vous, monsieur. Je sais plus où est passé le deuxième micro. C'est peut-être le monsieur qui l'a. Ça vous embête pas de donner, ou alors de faire un mi-parcours tous les deux. Voilà.
Merci beaucoup. Par contre, en deux mots, oui. Qui êtes-vous? Ça ne vous embête pas qu'on sache. Je m'appelle Pascal Pingot et je suis dans la filière innovation en ce moment. En antécréation, je vais bientôt me déclarer sous forme de SASU. D'accord. Voilà. D'où la question sur l'innovation, effectivement, où il y a un vrai. Alors là, il y a un vrai. Alors là, il y a un sujet sur lequel. C'est intéressant en tout cas. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Il y a réellement. Alors même si on a un petit peu monté en gamme sur les aides à l'innovation, parce qu'on est plutôt maintenant, on finance plutôt la deep tech ou des choses comme ça, des choses un peu plus disruptives. Non, mais non, oui. Pas toujours, non. On finance aussi, puisque l'industrie maintenant, on en parle. On veut, l'État, le gouvernement veut relancer l'industrie. Donc les objets, les produits sont au goût du jour maintenant, encore. Alors, donc, puisqu'on parle d'innovation, justement, on peut peut-être approfondir un petit peu sur cette filière-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est un parcours. On vient de voir effectivement le parcours classique. On n'a pas encore évoqué les aides, comme je disais. Elles sont très typées, ces aides-là. Encore une fois, il y a des portails qui existent aujourd'hui sur lesquels vous pouvez lister les aides, mais ne commencez pas par là. C'est là, encore une fois, la cerise sur le gâteau. Sauf dans des filières particulières, comme l'innovation. L'innovation, effectivement, alors à contrario de ce que je viens de dire, effectivement, c'est vaste parce que ça peut inclure également une innovation d'utilisation, une innovation de design, une innovation qui n'a pas de rapport nécessairement avec la technologie. Et ça, chacun d'entre vous peut rentrer dedans. Peut-être plus compliqué sur un camping, quoique on peut très bien imaginer que vous ayez imaginé un dispositif très particulier. Oui, un dispositif disruptif, donc qui n'existe pas. Et là, on va se rendre compte donc qui vont peut-être être incubés. Oui. Donc, et là, on va mettre le doigt sur l'innovation en question. Et on va regarder partout. De manière internationale, si ça se fait, ce concept se fait ou pas. Et là, bien sûr, ça change tout. Ça peut être... alors la banque, là, on la voit au dernier moment, parce qu'on ne fait pas de dette tout de suite. L'objectif, mais attention, c'est toujours pareil, il faut un prévisionnel avec une marge brute réaliste, un BFR réaliste. Et donc vous sollicitez des industriels, alors moi là actuellement je suis en bureau d'études pour des prototypes aboutis, et donc il va y avoir des schémas, des dessins industriels, et j'ai protégé ma marque à l'INPI, et là je vais protéger à l'Union Européenne les dessins et modèles. Enfin c'est classique hein, là, et puis ensuite vous allez voir l'industriel, vous êtes conseillé pour certains industriels à solliciter, et puis vous allez voir, et c'est comme ça que vous construisez la marge brute, le coût moyen, votre panier moyen, et le bénéfice net, une fois tout déduit entre les deux, qui va vous revenir. Mais la marque, c'est très important aussi, parce qu'il ne faut pas avoir peur de donner un prix correct. Donc, je vais ça un petit peu, attendez, bougez pas. Voilà. C'est très important parce que tout est dans l'esprit de la marque, l'ADN de la marque, le marketing. Mais si c'est vrai que c'est tellement vaste. Oui, c'est vaste. Mais j'avais une question ce soir sur le financement, effectivement. Parce que j'ai pas envie d'occuper la parole non plus toute la soirée, mais c'était simplement. Vous allez rentabiliser sur les 900 000 euros. En combien de temps ce projet va être rentabilisé? Déjà une premie première année positive, c'est pas banal. Oui, mais il y a une projection derrière tout ça. Un camping, c'est en moyenne, comme nous disaient les experts comptables, on y vit parce qu'on y vit. Donc ça, c'est H24 pendant 6 mois et le reste de l'année, on vit là et on est sur des travaux. Donc on y reste une dizaine d'années maximum. Après, on a un crédit de 7 ans pour le fonds de commerce voilà. Et de 15 ans pour l'immobilier. Le foncier, d'accord, tout à fait. Donc, et ça nous va bien. Voilà, mais on s'est donné 10 ans. Oui, On s'est dit rendez-vous dans 10 ans, c'est ça. Voilà. Pour ce type d'activité, c'est à peu près ça. Mais
Mais c'est lié à cette activité-là, quoi. Et que derrière, il y a une valeur. Ça correspond avec ce genre d'activité. Okay. Voilà, et puis que derrière, en fait, il y a la rentabilité, il y a aussi la valeur de cession à la fin. Oui, qui fait partie intégrante du projet. Oui, et donc après, ça vous fait un patrimoine, c'est ça, ça vous appartient. Oui, c'est votre patrimoine, et ce patrimoine, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, exactement. Bon, merci dans tous les cas. D'autres questions? Est-ce qu'il à ce stade-là? À retraite, oui, c'est ça. Vous partez en retraite. En moto, en retraite, oui. Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais. Ah, pourtant, ça arrive. Hein. Alors là, non, c'est pour moi la mort, c'est la retraite. Bon, oui. C'est un autre sujet. On le fera, c'est promis. On le fera. On va faire plein de choses. Plutôt d'une manière philosophique, on va dire. Voilà. Est-ce que sur le côté financement, alors voilà, vraiment axé par rapport à vos projets, vous avez des questions ou sur lesquelles on pourrait maintenant plus directement répondre, parce que dans votre parcours, selon la nature de votre projet, votre âge, votre ambition, il y a des questions sur lesquelles on pourrait. Je te donne le micro. Attends, oui, je ne sais plus où ils sont passés. Oui, si ça ne vous embête pas de le faire passer. Profitons, nous avons des gens qui peuvent répondre, donc voilà. Et puis. Vas-y, si c'est bon, il marche. Après, je ne sais pas si j'en ai d'autres du métier qui sont là avec moi, mais je fais partie du corps de l'hôtellerie-restauration, qui est l'un des secteurs les plus compliqués en ce moment. Ouais. Et du coup, malheureusement, j'ai pour le projet de reprendre un local, et j'ai déjà commencé à voir avec quelques banquiers qui m'ont littéralement, dès la première question, en fait, quel type de secteur d'activité vous voulez reprendre. J'aurais dit hôtellerie-restauration, ils m'ont dit stop, on arrête là. Ah ouais, j'ai pris des murs, hein. Là c'est même pas une porte, c'est un mur, même un portugais monte pas un mur aussi vite. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent me prouver que justement vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme argument convaincant que vous allez pouvoir me suivre ou inversement dans le projet ou inversement dans votre dossier. Je vais inverser le sujet. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est en fait, voilà, qu'est-ce qui fait que votre dossier, pourquoi? Alors déjà, dire non, parce que par rapport aux critères d'activité, c'est vrai qu'il y a des secteurs sur lesquels les banques n'interviennent pas, mais pas ce type d'activité. Ça, c'est du cyclique et du conjoncturel, en fait. Le sujet de la restauration, c'est tout projet, chaque projet doit être regardé dans la mesure où il est unique. Mais malheureusement, après voilà, je vais pas donner de nom d'agence, de banque ou quoi que ce soit. Mais il y en a certains, ils ont même pas ouvert mon dossier. Hein. Ils m'ont dit direct hôtellerie-restauration et ils font cherchez pas, on va pas lancer le débat plus loin parce que voilà, vous êtes l'un des métiers les plus à risque. Bien sûr. En gros, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas du tout motivés et chauds à l'idée de continuer de fournir des prêts à des restaurateurs et à des hôteliers. Sur l'hôtellerie, c'est peut-être encore un peu plus complexe. Oui, après oui. Voilà. Moi je parlais la restauration, la globalité hôtellerie-restauration. Il y a toujours, comme je dis, il n'y a pas d'activité, il n'y a que des projets individuels et personnels. C'est-à-dire que oui, peut-être que la politique d'octroi de l'établissement dans lequel on évolue va nous dire attention. Parce que c'est globalement un secteur d'activité très touché actuellement. Depuis le Covid, ça a été compliqué. Voilà, il y a beaucoup de sujets à ce niveau-là. Mais après, vous avez toujours le dossier qui va sortir du lot et qui va faire qu'il va fonctionner. Et la plus belle des réussites qu'on peut avoir, c'est d'aller contre ce qu'on nous dit et de dire que, voyez, celui-ci, on a bien fait de l'accompagner parce qu'il est là et il se développe. Et la plus belle récompense, moi, on a monté, il y en a qui ont des étoiles Michelin, quoi. Ah, mais ça j'en doute absolument pas. Voilà, c'est le porteur et c'est le projet en lui qui doit être défendu. C'est ça. Si je peux juste moi témoigner, parce que pour le nombre de porteurs de projets aussi depuis un paquet d'années, effectivement, et dans d'autres domaines. Il y a des banquiers qui sont plus ou moins spécialisés, même si tout le monde affiche un caractère généraliste. Moi, je vois on parlait d'innovation ou des startups, il y a des banquiers qui font pas du tout et d'autres qui le vont le faire, parce que on va pas citer effectivement d'autres banquiers, mais des banquiers qui n'ont pas de politique sur l'accueil d'entreprises innovantes parce que c'est pas leur stratégie, parce que la prise de risque est trop importante, ils veulent pas y aller. Donc effectivement, ils vous recevront n'importe qui et ils vous diront gentiment, non, parce que c'est pas dans leur politique. Ou alors, ce que dit Anne-Joëlle, il faut que le dossier soit sur le haut du panier avec tous les critères ouverts. Après, déjà, il faut faire attention un peu à ça. Je pense que chez LCL, on est généraliste et il n'y a pas de ciblage plus particulier peut-être à un petit. Alors notre ADN chez LCL, c'est quand même la profession libérale à la base.
Hein. Oui, donc on est vraiment le banquier accompagnateur des professions libérales. Après, il y a des domaines sur lesquels on n'a pas forcément en Auvergne, hein, parce qu'il y a des filières spécifiques dans certaines régions sur l'agriculture. Vinicole, c'est vrai que c'est pas, on laisse ça à des gens qui sont des experts, puisque c'est des pratiques particulières où il faut connaître tous les tenants et les aboutissants des PAC et tout ce qui va bien, et parce qu'il y a beaucoup de subventions. Et après, je vous dis, il n'y a pas de projet sur lesquels il faut s'interdire quoi que ce soit. Il faut juste au moins déjà, par respect, écouter le projet. Parce que la personne, elle a quand même fait la démarche de venir jusqu'à nous. Mais justement, c'est ce que j'ai reproché à certains de vos confrères, c'est qu'ils n'ont même pas tendu l'oreille. Comme je vous ai dit, ils n'ont même pas ouvert mon dossier. Alors que je t'entends. Alors que j'ai fait des démarches un peu dans tous les sens. J'avais commencé à monter mon projet. Justement, je partais pas sur une victoire, je partais plus sur le principe que j'allais me prendre un refus, mais qu'il allait m'expliquer pourquoi, ou alors ce qu'il prêchait justement dans mon dossier. J'ai même pas le droit à ça en final, quoi. Et c'est la moindre des choses que de moins d'écouter et de dire le comment, du pourquoi. Et comme je vous dis, c'est beaucoup plus comme je le disais au début, c'est beaucoup plus facile de dire un oui que de dire non. Non, c'est compliqué. C'est difficile d'expliquer parce que il faut avoir des moyens et des choses comme ça. Et on n'est pas, alors je vais le dire, hein, on n'est pas forcément une banque spécialisée dans l'innovation. Non, bien sûr. Mais n'empêche qu'on en a dans nos portefeuilles parce qu'il y a des gens, il y a des porteurs. Et moi, je suis extrêmement convaincue par mes années d'expérience que en fait. Ce n'est pas ma banque, hein. Je suis employé de la banque, mais l'humain, c'est la relation humaine. Des fois, vous avez envie de défendre des projets parce que vous pensez que le projet, il va avec personne. Et quand je vous disais que le porteur de projet, c'est l'essentiel, c'est déjà si vous avez convaincu la personne en face de vous que ça a un intérêt et que c'est vraiment ça. Après, les chiffres, on arrive souvent à trouver une solution, quoi. C'est des chiffres. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. Avec André, en ressortant des rendez-vous, on s'est dit, mais en fait, ils nous ont posé aucune question gestion, savoir si les chiffres qu'on avait réussi à les lire, simplement, parce que quand on crée une entreprise, il y a quand même des termes, BFR, enfin, des termes, si on n'a jamais travaillé dans la gestion ou quoi, ça parle pas, quoi. Nous, c'est plus ou moins, quand on est un particulier, on a son salaire et ses dépenses, c'est tout. Mais les rendez-vous, à chaque fois, c'était, on a parlé de nous, des différentes activités qu'on a faites, de nos passions, de l'envie réellement qu'on avait, les motivations, quoi. On n'a pas tellement parlé du plan de financement. On l'a même pas abordé. Et ça m'avait frappé, moi. Oui, vraiment. Après, une dernière remarque aussi, c'est parce qu'effectivement, c'est juste pour avancer, ce qu'on essaie d'aller vite. Mais après, on aura un petit moment d'échange autour d'un verre. Je cherche le brise qu'il a. Oui, tout va bien. Voilà, c'est ça. Mais il faut se dire une chose. Je crois qu'aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, c'est une découverte, je pense, au sens que c'est plus que ça a été. Au sens que avant, par définition, quelqu'un qui ouvrait un hôtel ou un restaurant. De toute façon, depuis la sortie du Covid, le métier a complètement changé. Voilà. Là, et quelque part, ça devient comme un start-upper où il sait qu'il va falloir y avoir 5 banquiers, il va falloir qu'ils se battent, il va falloir qu'ils pitchent, il va falloir qu'ils refondent ton dossier pour à ce que ça passe. Sauf que le start-upper sur une innovation, il le sait, c'est dans ses gènes dès le départ. Effectivement, un restaurateur, par définition, c'est quelque chose de traditionnel. Habituellement, il allait à la banque, s'il avait les garanties, il était bien placé, il avait un emplacement numéro 1, il avait lui-même une capacité de gestion, boum, le prêt tombait presque Anne-Joëlle va m'arracher les yeux, mais le prêt tombait presque naturellement et logiquement. Aujourd'hui, c'est un métier de tension, effectivement, avec beaucoup d'arrêts, donc ça veut dire que trouver un financement, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est jouable, elle l'a dit. Moi, j'ai retenu. Oui, non, mais ça, après, j'en doute pas, mais bon, c'est vrai que c'est relativement décourageant. Et puis, c'est pour ça que du coup, je suis ici aussi, c'est pour voir les alternatives, justement, pour pousser encore plus d'argumentaires auprès des banquiers que j'aurai l'occasion de rencontrer, quoi. C'est clair, je l'ai vu réagir. Je voulais juste réagir par rapport à votre question, monsieur. Est-ce que vous avez été accompagné dans le cadre de ce projet ? Justement, là, je commence à entamer les formations. Justement, j'allais prendre rendez-vous à la Chambre des commerces pour voir tout ce qui est éligible pour moi et tout ce qui m'était accessible. Pardon. C'est ça. C'est important parce que justement, dans le cadre du montage de votre plan de financement, voilà, pour ce commerce-là, peut-être que le conseiller chambre de commerce aura à vous préconiser d'autres aides, enfin un montage financier différent. Et aussi, je pense, le plus important, c'est que le conseiller qui va vous recevoir, que ce soit chambre de commerce ou autre, un BGE ou autre,
c'est que ce conseiller-là, il est en contact avec des interlocuteurs financeurs sur le territoire. Et ça peut vous donner plus de chances, finalement, pour être entendu. Voilà. C'est une chance supplémentaire. C'est l'alternative justement dont tous mes anciens patrons, enfin la plupart de mes anciens patrons m'ont expliqué justement. Ils m'ont dit soit d'aller voir la conférence de Fred. Après voilà, monsieur, ça fait un moment qu'on se connaît. Et on peut manger sur les tables qu'il dirigeait. Donc si vous voulez investir, allez-y. Moi je peux porter une crédibilité de consommateur. Surtout qu'en plus j'ai un panel. Je suis cuisinier, serveur et barman. Je fais les trois. Donc là c'est vrai qu'au niveau du CV, j'ai pas à me plaindre. Et même au niveau des recrutements. Mais c'est vrai que moi déjà en tant que responsable de salle ou chef cuisinier ou même chef de bar, recruter maintenant dans notre métier, c'est un calvaire. Tout est compliqué. Là, c'est un vrai calvaire. Et ça, c'est typiquement dans n'importe quelle nature de projet. Vous savez, tout à l'heure, en tout début, on a parlé de crédibilité, que le chiffre d'affaires, comment il est calculé, comment il est crédible. Et effectivement, la restauration est un domaine qui est en plein changement. Mais y a-t-il un domaine qui n'est pas en plein changement actuellement? D'accord, ok. Voilà, avec les arrivées des technos, etc. et tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, la personne qui va vous prêter doit croire dans ce projet parce que ça le rend crédible et exceptionnel. Il faut qu'il soit un peu différenciant. Et c'est là où l'accompagnement, pensez au BGE, c'est un très bon réseau. Mais Mickaël vous en parlera aussi. Tu peux donner le micro à la personne. Voilà. Juste pour finir, oui. C'est vrai que Madame Cambron disait qu'on n'a pas regardé son plan de financement, mais parce qu'elle travaillait avec un spécialiste. Voilà. Un expert spécialiste avec qui on travaille en totale confiance et en fait on a les dossiers en amont et on les analyse et en fait là on n'est plus sur le sujet du financier parce qu'on sait que c'est validé par le cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé aussi dedans, donc c'est des gens du métier et pourquoi les remettre en cause le projet qu'ils vont monter, ce sont des professionnels de cette activité-là. Donc c'est vrai que en fonction, ou ça peut être aussi un expert comptable, les experts comptables aussi sont spécialisés parfois dans certaines typologies d'activités. Vous avez certains qui ont dans leur portefeuille plus d'artisans commerçants, d'autres qui sont plus profession libérale, d'autres qui sont plus dans la restauration, dans l'hôtellerie. Donc voilà, à partir du moment où vous avez des gens et qui vous aident, je suis à fond sur l'accompagnement, c'est primordial. C'est un point extrêmement important. Avant de vous donner la parole, mais c'est encore une fois la crédibilité. Et cette crédibilité, elle passe par le fait de se faire accompagner. Alors on peut trouver ça, mais je sais faire un compte de résultats. Oui, mais c'est des effets leviers. On parlait des prêts d'honneur, mais effectivement, se faire accompagner par un réseau, etc. Quand vous allez poser votre dossier, l'air de rien, on tourne la première page, on voit que vous êtes accompagné par un cabinet comptable qui est expert dans ce domaine-là. Les chiffres, comme disait Anne-Joëlle, on va les relire, mais enfin, normalement, ils sont justes et ils sont crédibles. Après, derrière, on voit que peut-être un expert en marketing, en marque, vous a accompagné pour crédibiliser l'étude de marché. C'est pas vous qui avez fait ça sur le coin d'une table, même si c'est votre métier. Voilà. Derrière, on va voir que peut-être il y a un cabinet qui vous a accompagné pour rendre le dossier plus sexy et plus intelligent et plus cohérent. C'est encore mieux, etc., etc. Et après, vous avez obtenu un prêt d'honneur. Là, vous avez ce qu'on appelle des tampons, des marqueurs positifs. D'accord ? Ça veut dire que vous avez mis tous les bons tampons sur votre dossier. Et la personne qui va vous financer, elle n'aura plus qu'une seule chose à voir, et vous l'avez dit, vous, la personne, l'humain que vous êtes. Tout le reste, c'est acté. Alors que prendre rendez-vous directement cash chez son banquier, c'est compliqué, quoi. Attendez, il y avait la dame qui avait le micro, pardon. Je vous donne la parole. Moi, je rebondis sur ce qui s'est dit tout à l'heure, notamment sur l'exemple de Nathalie et André. Vous avez très rapidement évoqué la question du chiffre d'affaires. Du coup, en fait, ma question, c'est en fait, c'est pour toutes les deux les questions. Quelle est l'importance, finalement, réelle du chiffre d'affaires prévisionnel et du chiffre d'affaires que vous avez racheté, finalement? Est-ce que, donc, apparemment, votre première année était positive, donc est-ce que vous l'avez atteint, dépassé? Et du coup, ça appelle aussi une deuxième question qui est donc la notion de risque. Entre l'investissement et le chiffre d'affaires attendu ou prévisionnel. Si on se lance sur les risques, oui. Nous partons pour une deuxième heure, mais vous n'êtes pas prêts, je vous le dis tout de suite, moi. Alors, le chiffre d'affaires, c'est l'élément clé et c'est l'élément pivot en fait des choses. Alors, quand vous partez sur une reprise d'activité, c'est plus facile. Vous avez des bases. Donc, on va aller regarder les bilans du cédant, comment il travaillait, dans quelle optique, si ça évoluait, la typologie, ce qu'il a développé, pas développé, les effets de levier qu'il peut y avoir encore, parce que chaque nouveau
participant amène sa pierre à l'édifice. Tout le monde a des projets, des idées de développement. Donc, mais c'est franchement le moteur. C'est comme je vous ai dit, un compte de résultats, ça se monte de deux façons, par en bas, par en haut. Si vous le montez par en bas, vous avez des chances de pas arriver en haut. Alors juste un mot par en bas, par en bas, c'est les charges. D'accord, c'est de partir des charges. Par le résultat, en fait, de partir de ce que vous voulez et de remonter à l'envers. Et là, non, c'est pas formidable. Faut vraiment que le chiffre d'affaires soit bien déterminé à la base. Alors, il peut y avoir un premier exercice où on n'est pas tout à fait au-dessus, où on explose le chiffre pour X raisons, mais il faut avoir un seuil de rentabilité en dessous duquel il ne faut pas aller, quoi. Donc voilà, il faut réussir à déterminer quel est le chiffre d'affaires en dessous duquel je vais commencer à perdre de l'argent et là je vais commencer à m'inquiéter. Et après, Madame Cambron va en parler mieux, mais c'est eux qui voient évoluer le chiffre d'affaires au cours de l'année et qui suivent et qui se posent des questions à ce moment-là. Tu veux en parler, toi, du chiffre d'affaires ? Si ça ne vous embête pas, oui, non, on va en parler après entre nous pour pas que ça dure trop. C'est un objectif, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. C'est l'objectif qui permet effectivement de sécuriser le projet. Donc, si on ne fait pas attention à ces chiffres, à cette rentabilité, parce que le chiffre rentabilité, mois par mois, oui, c'est compliqué. Et puis, il y a des postes où on pensait que ça allait être là, le facteur de réussite. Et finalement, en faisant, on s'aperçoit que... Vous voyez, par exemple, si je peux dire, la restauration, on pensait vraiment que ça allait être là où on allait faire un peu plus de business. Et non, pas forcément. C'est plus l'hébergement, finalement, qui nous permet d'être rentable. Donc, on aurait pu mettre des leviers sur la restauration parce qu'on pensait que c'était là-dessus qu'il fallait... c'est ça qui nous permettait de générer du chiffre. Et non, c'est les hébergements. Mais ça, on le découvre après. Donc, on part d'un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires nous permet d'être rentable. Mais il faut toujours réfléchir et se poser c'est du pilotage et sans arrêt des questions, quoi. Je suis vraiment navré, c'est qu'on essaye toujours de tenir grosso modo 1 heure avec le retard, on y est. Je sais qu'il y a plein de questions. Voilà, l'idée, c'est que vous avez maintenant une partie échange autour d'un verre où vous pourrez être plus direct dans les questions que vous pouvez poser. Vraiment, dites-vous bien, dans ce qu'on vient de voir à l'instant, ça sera peut-être un peu le mot de la conclusion, et je suis désolé, Mickaël, j'avais plein de questions que je m'étais noté aussi, mais bon, allez voir BGE, c'est super, voilà, effectivement. C'est très riche. Ce qui vient d'être dit là, vous n'avez peut-être pas mesuré, mais il y aura la vidéo en ligne, vous pourrez la revoir, vous verrez que c'est très très riche, qu'on a vu plein de notions, cette notion de crédibilité qui vont changer complètement l'accueil que vous aurez en face de vous, la notion que par effet levier et par parcours, vous allez pouvoir avoir un certain niveau de fonds et de financement. La notion que les aides, c'est, à part l'innovation, on est d'accord sur le parcours, effectivement, où là, il y a d'autres enjeux, parce que, surtout, notamment les aides à l'innovation, on peut aller les chercher avant même de se créer. Donc, c'est là où c'est intéressant, sur les études de marché, sur les choses comme ça. Donc, faut en parler avec monsieur, il vous fera la suite de l'explication. Mais voilà, il y a des financements, il en existe beaucoup. Il y a des cabinets spécialisés, allez les voir, discuter, et vous allez vous rendre compte que parfois où ça bloque, effectivement, c'est que des petits éléments de blocage dans votre dossier, parce que c'est pas la réalité. Il y a des financements qui existent. Ok, on est d'accord, ils sont parfois simples à identifier. Je vous disais, 800 à 1000 aides disponibles en France à la création d'entreprise, mais ça, c'est le bout du bout. Voilà. Avant, il y a un dossier à créer, il y a un montage à faire, et puis j'espère qu'on vous aura apporté au moins un petit peu d'aide, voilà, pour votre parcours. Merci de cette belle soirée. On continue autour d'un verre maintenant et vous pourrez poser directement vos questions. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Ah oui.